Bonjour et bienvenue sur le plateau Habitat Conseil créé par Albi Expo et propulsé par Groupe Design Tech. Je suis Geoffrey Martins de Bâticlub.com et aujourd'hui nous recevons Christelle Bressange. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la gérante de l'entreprise Vert Tendance et aujourd'hui ensemble nous allons parler donc de l'aménagement paysager, comment s'adapter finalement au changement climatique. Première question Christelle, les végétaux avec la résistance à la sécheresse, quel type de végétaux conseillez-vous ? Alors, en termes de type de végétaux, nous connaissons tous, bien sûr, tous ceux qui sont sur la côte méditerranéenne, qui sont déjà adaptés au climat, donc à la sécheresse. Ce à quoi il faut faire attention, bien sûr, ça va être à leur rusticité, c'est-à-dire à la capacité de résister au froid. Donc, c'est pour ça que tous les végétaux de Méditerranée ne peuvent pas être plantés sur le territoire français dans sa globalité. Donc ensuite, on connaît bien sûr les lavandes, tous les végétaux finalement à feuillage gris qui peuvent être un petit peu plus résistants par rapport à la réverbération de la lumière. Mais ça peut être aussi avec donc l'adaptation des végétaux, ça passe aussi par leurs feuilles, c'est-à-dire que ceux qui sont en bord de Méditerranée ont su s'adapter, s'adapter donc au climat. Et ils vont avoir peut-être des formes aiguilles, au lieu d'avoir des formes de feuilles comme on les connaît, nous, ici, plus. Ça va être, par exemple, comme le romarin. Ça va être aussi des formes un peu plus grasses, comme toute la famille des sédums. Donc voilà, il peut y en avoir tout un panel, mais surtout, voilà, faire attention à la rusticité et à la résistance au froid pour chez nous. Pouvons-nous justement, grâce à un système d'arrosage, comment dirais-je, économique, modéré ou intelligent, permettre à nos végétaux de survivre justement à cette sécheresse, pardon ? Complètement, et je dirais que justement c'est très très conseillé parce qu'un végétal va avoir une période d'adaptation et va développer son système racinaire pendant au moins les 2 premières années. Donc il faut vraiment envisager un arrosage à son pied. Alors après, il existe vraiment tout un panel d'arrosage là aussi. C'est ceux qui arrosent vraiment au tuyau, qui vont venir arroser tous les soirs au pied de la plante. C'est très bien, mais c'est très consommateur d'eau. On va plutôt travailler avec des gouttes à gouttes. Et donc, ils vont favoriser finalement l'arrosage vraiment à proximité de la plante et puis amener un arrosage comme le mot goutte à goutte l'indique, c'est-à-dire avec très peu d'eau en même temps. Donc on va éviter, ça va pénétrer tout doucement, on va éviter d'abîmer tout, quoi. Existe-t-il des systèmes innovants, je dirais, pour justement tous ces systèmes de goutte à goutte, les nouveaux systèmes d'arrosage de demain, si je puis dire ? Alors, de demain, non, je n'en connais pas des nouveaux. En termes de goutte à goutte, vous avez le micro-poreux qui, lui, va arroser vraiment tout le long du tuyau. Donc, pas auprès de la plante en particulier. Tout comme ensuite les tuyaux qui vont être intégrés avec des goutteurs tous les 30 cm. Mais ça veut dire que du coup, on va arroser à des endroits où on n'aura pas forcément une plante. Moi, ce que je préconise, c'est plutôt un tuyau plein sur lequel on va faire des petits trous, incorporer le tuyau, enfin l'arroseur, et donc on va venir arroser vraiment au pied de la plante. Et si le tuyau ne passe pas à ce niveau-là, on va venir avec un petit capillaire jusqu'au pied de la plante. Donc l'idéal, voilà, c'est de ne pas être consommateur de trop d'eau. Très bien. Avez-vous des techniques ou des bons plans justement pour permettre à nos végétaux de survivre à cette sécheresse ? Alors, la technique, celle qui est la plus évidente, ça va être déjà le paillage. Il faut vraiment envisager de pailler le pied de la plante pour éviter à la fois les mauvaises herbes, donc les semis directs des mauvaises graines. Et puis, ça va permettre aussi de limiter l'évaporation de l'eau que l'on aura donc dans notre terre. Ce paillage, il peut être à la fois... il peut être minéral ou organique. Minéral, ça va être avec des petits graviers comme on le voit de plus en plus maintenant, hein. C'est-à-dire jouer à la fois aussi sur les couleurs de gravier, les choses comme ça. Donc amener en fait une épaisseur de 3 à 5 cm de gravier sur du géotextile. Et si on utilise un paillage organique, ça peut être des écorces de pin, des copeaux de bois,
Même encore, on peut aller plus loin, hein, ça peut être des noyaux d'olive, des noyaux de pêcher concassés, voilà, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Mais là, sur le paillage organique, on va être sur quelque chose de plus épais, donc de 5 à 8 cm. Et puis, surtout, ça va être quelque chose qui va se dégrader au fur et à mesure du temps. Donc l'écorce de pin va se dégrader plus vite que si on travaille, par exemple, avec des noyaux d'olive, forcément. Mais voilà, le principe de la dégradation, finalement, du paillage organique, ça va être d'amener des nutriments à notre végétal. Concernant justement les végétaux en pot, Oui. y a-t-il des pots à éviter? Je parle notamment de l'aspect technique, hein, de la matière dans laquelle il est fait, des choses plutôt conseillées? Alors, des choses à éviter, non, pas forcément, parce que ça va être aussi en fonction de votre budget, de vos besoins, de l'exposition du pot, s'il va être à l'ombre ou s'il va être en plein soleil. En termes de matériaux, on a le plastique, on a la résine, on a l'émail, enfin la terre cuite, donc que l'on peut émailler. Et je dois bien sûr en oublier. On peut avoir des jardinières en bois, on peut avoir voilà, tout un tas, même les jardinières maçonnées. Ce qu'il faut regarder, c'est réfléchir un petit peu à comment s'évapore l'eau qui va aller dedans. Donc quand on va avoir une matière plastique, c'est vrai que le plastique est très absorbeur de chaleur, donc du coup il va favoriser finalement l'évaporation. Il peut y avoir des techniques qui peuvent nous permettre voilà, d'aller un petit peu au-delà et de le protéger, c'est-à-dire qu'il existe maintenant des pots avec des doubles parois. Donc du coup, on a une petite isolation qui fait qu'on a une évaporation diminuée. J'allais y venir justement, Christelle. Existe-t-il justement des innovations concernant justement ces pots dans lesquels on va pouvoir mettre des végétaux? Alors, donc la double paroi, on a ensuite le type de matériaux. C'est vrai que la résine est un peu plus résistante peut-être que d'autres choses qui vont... le plastique va, selon la qualité, selon le prix que l'on va y mettre, va peut-être avoir du mal avec le soleil et va peut-être avoir la couleur qui va être modifiée. Il faut aussi regarder tout ce qui est... les terres cuites sont très très bien. Je les préconiserais plutôt pour des végétaux en fait qui ont besoin d'être rentrés en hiver, parce que la terre cuite en fait il faut déjà enlever la coupelle si on la laisse dehors et il faut le recouvrir un petit peu, parce que sinon l'eau et l'humidité va faire que ça va se dilater et ça pourrait craqueler. Donc il vaut mieux envisager des végétaux que l'on rentre comme des citronniers, si on est sur des petites choses, mais des végétaux qui sont un peu plus gélifs. Concernant les végétaux en terre, justement, avez-vous un conseil, un bon plan pour que cette plante survive au mieux? Je ne sais pas, peut-être la taille, le moment de plantation? Alors, le moment de plantation, oui, bien sûr, puisque les saisons, ils font beaucoup. On va dire que là, actuellement, c'est la période idéale. Parce qu'on va avoir en fait les végétaux qui vont rentrer en repos et donc on va avoir une sève descendante. Ils vont perdre leurs feuilles pour certains, hein, pour les caducs. Ils vont ensuite pouvoir être plantés. Donc on va dire, il faut bien sûr faire attention au sol et à l'exposition. Il faut vraiment choisir le végétal qui convient au lieu de plantation. Et donc en fait, les conseils vraiment, les saisons, oui, vous pouvez planter, on va dire de maintenant jusqu'à mi-avril, on va dire chez nous, parce que quand même on a des étés qui arrivent des fois assez tôt. Donc mais après on peut mettre un peu d'engrais dans le trou de plantation, un peu de terreau, mélanger, voilà. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un végétal qui soit adapté à votre sol. Super. Existe-t-il un conseil technique, si je puis dire, pour bien planter un arbre? Alors, si on parle d'arbre, ça va être... on peut déjà envisager la tige, c'est-à-dire un végétal qui va avoir un tronc jusqu'à 1,80 m. Et après, on va avoir le houppier, donc tous les branchages qui sont au-dessus avec le feuillage. Là, on va être en fait sur... on va faire un trou suffisamment gros pour la motte
Et il peut être d'ailleurs aussi planté à racines nues, hein, à partir du mois de la Sainte Catherinette, comme tout le monde le sait, à partir du 25 novembre. Il faut surtout envisager donc d'avoir un trou suffisamment gros pour développer ses racines. Le planter à cette période-ci pour avoir ensuite toutes les pluies hivernales qui vont arriver dessus. Et surtout, donc, quand vous mélangez votre terreau, sable s'il y a besoin, enfin voilà, plein de choses dedans. Après, faire une petite cuvette au niveau du tronc, à la base du tronc, vraiment pour faire en fait comme une rétention d'eau quand vous allez venir arroser avec peut-être votre tuyau qui lui va arroser beaucoup plus fort qu'un goutte à goutte. Comme un petit puits dans la purée quand on était petit finalement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça retient votre lait de la purée. Côté bien-être, on sait aujourd'hui qu'un jardin, c'est une pièce supplémentaire en valeur ajoutée, côté bien-être, bien vivre. Oui, complètement, parce qu'on le voit à cette période de Covid et donc de confinement que l'on a subi. C'est vrai que quand on a la chance d'avoir un jardin, c'est vraiment un endroit que l'on peut exploiter alors au mieux parce que vraiment il y a plein de choses à faire dehors, hein, c'est pas juste du gazon. Ça peut être tout aussi bien pour s'occuper l'esprit, donc avoir un peu d'entretien à faire, de passer la tondeuse, voilà. Mais ça peut être aussi profiter d'un espace plus cosy avec un salon de jardin, avec la piscine bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Mettre une table de ping-pong ou mettre des hamacs, enfin voilà, il y a toujours plein de choses à faire sur l'extérieur. Ou le potager. Un côté agréable pour bien vivre finalement. Très bien vivre, ouais. Être au soleil. De la plus-value également pour l'habitation ? De la plus-value pour l'habitation, si vous envisagez par exemple de vendre votre bien, c'est vrai que vous le vendrez toujours mieux avec un jardin qui est à la fois accueillant, joli, entretenu. Ça ne veut pas dire engendrer beaucoup un tarif important, hein, beaucoup de frais, mais ça peut plutôt dire que c'est soigné et que donc, en fait, c'est vraiment l'image que vous allez avoir avant de rentrer dans la maison. Vous allez d'abord avoir une image du jardin et de la porte d'entrée et de sa capacité d'accueil. Et puis c'est la surprise après sur l'arrière de la maison d'avoir un bel espace et même s'il n'est pas très grand, mais fonctionnel. Ça peut être avec un arbre pour amener de l'ombre, ça peut être avec un bassin. Même les petits bassins à poissons sont très agréables et finalement, ça amène une petite curiosité supplémentaire. Très bien, merci Christelle pour votre expertise. Nous allons maintenant proposer, donc ouvrir le débat aux questions au public. Avez-vous des questions pour Madame Bressange ? Oui, bonjour. 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 Une question sur les pelouses. Est-ce que vous préconisez par exemple les pelouses mixtes écologiques? Parce que moi j'ai une pelouse et justement, j'ai pas envie d'avoir un gazon anglais. Je voulais une pelouse mixte avec éventuellement un côté avec des fleurs mellifères pour les pollinisateurs. Dans le gazon, avoir des végétaux finalement mellifères qui permettraient aux abeilles de venir un petit peu butiner. Ou alors une zone sauvage. Voilà, c'est ce qu'on appelle les jachères fleuries ou les prairies fleuries. En fait, ça va être des semis que l'on va faire à l'automne ou début de printemps pour avoir un panel de floraison sur tout l'été. Donc, ça va être des végétaux qui fonctionnent dans les champs. Mais là, donc, on peut choisir même la hauteur. Si on veut avoir 50 cm de gazon de jachère fleurie, c'est toujours très agréable. Et après, l'avantage, donc, c'est qu'on a quelque chose qui est très peu demandeur d'eau. Donc, du coup, ça fonctionne très bien tout seul. Ça fleurit énormément la première année sur toutes les variétés de graines que l'on a. L'inconvénient ou pas, c'est qu'il faut le savoir. Donc, on va tondre tout au mois d'octobre. Donc, les graines auront eu le temps de se redéposer pour le printemps d'après. Et au printemps d'après, ça va repousser. Seulement, la sélection naturelle va faire que vous allez perdre des variétés. Donc, il va y avoir, en fait, celles qui vont se ressemer vont être celles qui vont être finalement les plus coriaces, quoi. Voilà. Pour changer de végétaux, je veux dire, au niveau de la pelouse,
il faut retourner la terre, il ne faut pas garder la même... Si vous avez semé déjà du gazon ou si vous avez un gazon naturel, c'est vrai que oui, si vous envisagez de tout retravailler, il faut tout enlever. Donc tout enlever, là pareil, hein, vous allez avoir des professionnels qui peuvent vous proposer des désherbants chimiques. Je pense que, après, selon les périodes et tout, mais je pense que c'est quand même plus important au jour d'aujourd'hui de travailler peut-être plutôt la terre, de la retourner et de la re-retourner 15 jours après. Parce qu'en fait, ce qu'ils évitent avec les désherbants chimiques, c'est le fait que les graines reviennent et donc repoussent. Là, quand on laboure, donc on va labourer, retourner la terre, on va avoir les graines qui vont se ressemer, donc elles vont ressortir dans quelques temps. Donc si vous travaillez le terrain et qu'après vous semez de suite après un gazon, vous allez avoir à nouveau les graines qui étaient là auparavant qui vont ressortir. Donc c'est pas judicieux. Il vaut mieux travailler et y revenir un mois après. Et là, vous enlèverez toutes ces nouvelles graines qui se seront ressemées, qui seront reparties. Donc il vous faut le faire 2 fois en fait. L'idéal, c'est ça. Et au niveau des arbres, est-ce que vous préconisez justement de planter des arbres sur les façades sud-ouest, justement pour protéger du soleil, donc plutôt que des petits, parce que moi j'ai des petits fruitiers, mais bon, c'est pas très haut, donc ça protège pas le... Alors vraiment, les arbres plantés à proximité d'une habitation ou de quelque chose de maçonné, il faut vraiment regarder le système racinaire en fait. Il faut vraiment travailler avec des végétaux qui ont des racines alors plutôt pivotantes ou alors très superficielles au niveau voilà, qui vont avoir des petites radicelles, des petites racines. Si on travaille avec des arbres qui vont vraiment avoir des racines latérales importantes, on va se retrouver avec quelque chose qui va venir dans vos fondations, dans vos drains, qui vont abîmer vos terrasses. Il faut éviter tout ça. On ne plante pas un tilleul de 20 mètres de haut, 20 mètres de large à côté d'une maison. Voilà, on évite ce genre de choses, quoi. Il faut vraiment... on peut envisager des choses hautes comme par exemple les cyprès. Les cyprès, vous les voyez dans les cimetières. J'ai des clients qui me disent « Mon Dieu, ça me fait penser au cimetière. » Ah, oui, mais de notre côté, ça fait aussi penser à la Provence, au côté méditerranéen. Là, on y est en plein. Les racines vraiment pivotantes qui vont chercher l'eau en profondeur, ben, du coup, elles ne nous embêtent pas si on veut faire des plantations, des constructions à côté, quoi. Donc ça, on peut le planter le long d'un mur, oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les retrouve dans les cimetières, parce que les racines ne vont pas embêter les caveaux et les tombes à proximité. Vous-même, vous êtes paysagiste, donc oui. J'ai vu que vous faisiez des projets, donner des conseils, oui. Éventuellement conseiller au niveau des arbustes, c'est ça, parce que justement, c'est vous que je voulais voir après. Donc, mais très bien, on peut se retrouver sur mon stand après, sans souci. Pas d'autres questions dans le public? Très bien. Merci beaucoup, Christelle, pour votre expertise. Avec plaisir. Merci pour votre intervention. Et j'invite bien sûr tout le monde à vous rendre visite donc, sur votre stand au cœur même de Albi Expo pour Habitarn. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et un bon salon. Bonne journée.